François Bon, Howard Phillips, Lovecraft, 1925-2025. On retourne 100 ans en arrière, jour après jour. On va le faire 370 fois jusqu'au 6 janvier 2026. Wow, des fois ça fait un peu peur. Ouais, mais justement, parce qu'on est ensemble, on va y arriver. Mais pourquoi cette année est importante? Parce que Howard Phillips Lovecraft, 34 ans, la passe à New York. Il y est arrivé en avril dernier. Il y a eu le mariage avec Sonia. Et Sonia, en décembre, pour des raisons de santé tout au long de ce dernier trimestre, doit trouver un travail. Elle propose à lui de l'accompagner, ce qui aurait semblé le plus logique et légitime, sauf que non, Lovecraft est venu à New York pour s'advenir à lui-même comme écrivain, et c'est là qu'il a ses amis, des gens du même âge qui ont le même espoir, les mêmes occupations, les mêmes passions pour la poésie, on va voir, la lecture. Et dans cette année-là, dans ce petit studio de Clinton Street, à Brooklyn, eh bien, ces petits agendas dont il se dote rituellement chaque année, celui de 1925, là, il va scrupuleusement en remplir toutes les petites cases. Alors des fois, il dit beaucoup. En ce moment, c'est une période un peu compliquée. On l'a déjà vu les 2 derniers jours. Donc, il va en dire beaucoup moins. Mais en tout cas, cette expérience vive de New York, pour nous, c'est fait qu'on a un 3e acteur en permanence. Et cet acteur, c'est la ville en elle-même. Alors, Lovecraft, est-ce qu'il repartira ensuite à Providence pour s'enfermer et devenir ce reclus de Providence? Non, jamais. À Providence, bien sûr, c'est là qu'il va s'établir. Mais il y a au moins 4 mois par an, chaque printemps. Hop là, monsieur s'en va sur les routes. Il fera 2 voyages à Québec. Il sera souvent via Albany dans le Vermont. Il va descendre 2 fois, résider en Floride chez la famille de ce jeune type là, dont il est de plus en plus proche, qui sera son exécuteur testamentaire, Bob Barlow. Il fera lui-même d'autres voyages. Il va descendre jusqu'à Mobile. Vous savez, la chanson de Bob Dylan. Et il ira explorer les grottes de Virginie et même Providence. Est-ce que Providence, c'est une ville à l'européenne avec des remparts autour? Non, c'est comme ces villes US, c'est-à-dire c'est la wilderness, c'est-à-dire dans toute cette période de disons de ses 11 ans à 15 ans, parce que oui, la bicyclette, c'est l'outil de liberté pour tous les gamins. Lui, par exemple, comme il est déscolarisé après la mort de son grand-père, eh bien, il va quasi tous les soirs à l'observatoire de la fac, le Ladd Observatory, où là, et ça aussi, reclus à Providence, mais tu as Pluton et tu as toutes les étoiles. Et là, ce Wenzel Hampton, là, un ami de la famille, qui est l'astronome, qui s'occupe là de cette magnifique installation. Je vous ai mis aussi dans le petit dossier le lien vers cette vidéo que j'ai appelée guide pratique du Providence de Lovecraft, où on se balade dans tous ces endroits, y compris le Ladd Observatory. Vous croyez que ça fait rien quand tu es là, toi, dans cet observatoire, que tu as cette lentille, que tu colles ton œil à cette lentille et que tu dis Lovecraft collait son œil à cette même lentille. Et moi, c'est ça aussi que je cherche à expliciter en moi, que je cherche aussi quand je vais là dans les tout petits hameaux fermes champs dont Rabelais fait le territoire de sa guerre gargantuine, quand j'explore des chemins pédestres qu'a suivi Honoré de Balzac, ou quand je tourne les boutons, maintenant ils ont refait, oh là là, à Illier-Combray, la maison de la tante de Marcel Proust, et que tu touches là ces poignées de fenêtres, ces rideaux. Bon, c'est pas du fétichisme, c'est autre chose. C'est arriver à comprendre par l'intérieur de soi ce qui fonde notre attachement en tant qu'absolu à la littérature. Ça, je crois que ces gars-là
l'accepterait comme formulation. Alors je parlais de Lovecraft à bicyclette, eh bien peut-être pour moi justement c'est ça qui est fascinant. Alors, vous savez qu'à 15 ans, boum, il se prend un caillou, il tombe, il se casse le nez, et d'avoir le nez comme ça, hop, qui est jamais complètement réparé, ce sera quelque chose qui sera jamais à l'aise avec son visage, avec son manteau en galoche, et cette trace d'accident, Sonia nous en parle beaucoup, alors qu'a priori, évidemment, pour nous, rien de gênant. Mais quand tu fais à peine tu sors de la ville, aux US, dans n'importe quelle ville, tu es toujours, regardez, Foro, on se moque de Foro, on se dit, ah oui, 1 an en forêt, ah oui, mais il était à 20 minutes ou 40 minutes à pied de la ville, de sa cabane, oui, mais c'est cette brutalité-là de la transition. Et Lovecraft, c'est dans les temps où il est à Providence, c'est bien rare qu'il n'y ait pas justement une astreinte aussi de 20 km à pied par jour. D'ailleurs, on peut regarder un peu la carte si vous voulez. Je ne sais pas sur quoi il est réglé, mon Google Earth, mais si j'écris Providence, Rhode Island, tu vois, il l'avait gardé en cache, parce qu'il sait bien que j'aime aller m'y balader. Allez, go! Vas-y lentement, mais sûrement. Voilà, Providence sur Google Earth. Vous voyez que la ville, immédiatement, dans ces zones où paradoxalement, même aujourd'hui, alors évidemment, on a Boston, la grande métropole, mais entre les deux, la wilderness est là. Et Providence est tout au bout là, de cet estuaire déchiqueté de la Zéconque. Et les routes de Lovecraft, là, eh bien, alors les routes des gens de Providence toujours, c'est venir ici ou là, c'est Narragansett. Alors Narragansett, c'est les plages du dimanche. Il y a ce grand ruban de plages ici où le dimanche, c'est évidemment tout un tas d'embouteillages. Mais Lovecraft, il vient régulièrement, où il fait visiter à ses amis les plages de Narragansett. Si on suit l'autre côté là de l'estuaire, on va arriver à Newport. Newport, vous voyez, encore une zone habitée, mais totalement à l'écart. Et Newport, c'est ici, là, toutes ces grandes villas des magnats de l'industrie, de vrais palais de marbre. C'est aussi fascinant que le château de Versailles. Et là, lui, ce qu'il aime, c'est il part le matin vers 5 heures, parce que c'est là où les bateaux sont moins chers. Pourquoi les bateaux sont moins chers? Simplement parce qu'ils amènent les travailleurs. Les travailleurs, ils vont pas rester dormir à Newport. Et comment ils pourraient s'héberger? Donc, ils partent le matin de Providence, il y a 1 heure de ferry, et c'est eux qui sont les domestiques, les cuisiniers, les chauffeurs, les manutentionnaires. On amène toutes les marchandises, et ce bateau-là, évidemment, comme celui du retour à 10 heures du soir, il est à très bas prix, et Lovecraft va s'installer ensuite, il va à pied, là, il marche jusqu'à ces endroits-là où ce sont des falaises noires, et il s'installe sur les rochers, sur ces falaises avec son écritoire, et c'est aussi un des postes de travail de Providence. Alors on a par exemple cette route qui part ici, et là on a un grand viaduc qui passe au-dessus. Et on a ce viaduc qui traverse là cet autre micro-estuaire dans l'estuaire, Fall River. Et Fall River, quand le viaduc redescend là, sur la ville, on est sur les vieilles zones industrielles, tous ces trucs de briques rouges, ces entrepôts, ces pirs là, maintenant qui sont abandonnés. Mais c'était tout un ensemble de filatures extrêmement actives. Pensez donc aussi à Innsmouth. Et si on continue, bien, ça c'est des zones que Howard Phillips Lovecraft connaît évidemment par cœur. Ici, là, dans ce creux, il y a New Bedford. Et New Bedford, c'était le port de départ des baleiniers. C'est là où il y a le musée de la baleine. Et Herman Melville documente ce New Bedford, même si lui fera partir ses marins, Queequeg, les marins de Moby Dick, de Nantucket, de l'île de Nantucket. Mais Melville, lui, n'est pas venu à Nantucket. Alors que Lovecraft, oui, lui, il est venu, il a loué une bicyclette, là,
bien plus tard. Et il en a fait le tour, les 30 kilomètres pour explorer l'île de Nantucket. Et là, les trajets pour Nantucket, ça part du sud de cette forme étrange là, qui est Cape Cod. Ici, c'est les maisons là, qu'a représenté en peinture à l'huile pour les vendre là, aux bourgeois qui ont leur résidence secondaire. Edward Hopper, c'est là qu'il y a le phare. Aujourd'hui, c'est plus exactement le même phare, le Highland Lighthouse. On peut même le regarder. Je fais une petite digression, mais on a le droit de s'offrir des vacances. Justement, vous verrez, parce qu'aujourd'hui, c'est à peine si on a 3 semaines. Et voilà le Lighthouse de Hopper. On va bien le retrouver en faisant un petit peu le tour, voici. Vous voyez maintenant, évidemment, cette espèce de tourisme de masse qui est mais à l'époque de Hopper, le phare, en fait, il a été démonté dans les années 70 et transporté 300 mètres plus loin. Alors que justement, c'est parce que c'est le phare peint par Hopper qu'on vient le voir. Mais ça, c'est tous des endroits que pratique, connaît Lovecraft. Je redescends donc à la base de Cape Cod. Attends, je me remets dans le bon sens, sinon je vais me perdre. Et de Nantucket, voilà, ici, c'est dans cette base-là de Cape Cod qui a donc le bateau qui part, qui fait la navette qui va à Nantucket. Mais c'est là aussi qu'avec Frank Belknap Long, ils trouveront un petit aéroport qui leur propose le baptême de l'air. Et plus haut, bon, donc il y a Boston, mais sur cette côte, relisez par exemple, vous verrez, vous avez vu dans le dossier, il y a le petit livret de Sonia là, que j'ai traduit. Eh bien, là, c'est une station balnéaire qui s'appelle Magnolia. Et Magnolia, c'est là où elle l'invite pour la première fois, en 1922, en vacances. Et oui, il y a la scène de ce premier baiser sur les falaises de Magnolia dont elle reparlera, et lui aussi, tout le temps, mais c'est là aussi où il y a alors c'est Massachusetts, Nouvelle-Angleterre, mais les villes de Salem, de Marblehead, où il y a toutes ces légendes. Et si on prend comme ça encore le territoire Lovecraftien, je vous disais Mobile, c'est ici, là, sur le golfe, ce golfe du Mexique que Trump voudrait appeler golfe d'Amérique. Et puis, un peu plus haut, c'est donc là le fleuve avec Québec, donc où il fera le voyage par Albany, Lévis. Lévis, c'est la rive sud de Québec, la zone anglophone. Et là, évidemment, on traverse en bac, on dit nous bac, on va regarder le mot de chez nous, pour Québec qui lui sera une telle fascination. Il ne peut pas aller en Europe. Donc là, il trouve une petite Europe. Et Montréal, et évidemment, les Grands Lacs. Alors, c'est l'absence de voyage de Lovecraft qui est intéressante aussi. C'est-à-dire, ici, on a... donc voilà, Chicago doit être par là. Donc il a des amis, des correspondants partout dans tout ça. Mais si on va ici, là, on a Madison, Wisconsin. C'est là où il y a Derleth, mais c'est là aussi, dans le Wisconsin, où il y a Morris Moe. Donc la géographie de Lovecraft, par exemple, c'est quand il s'en va dans le Vermont. Alors le Vermont, c'est toute cette zone montagneuse qui est ici. Est-ce que vous avez eu Chuchotement dans la nuit, comme ça, des récits, moi, Pourquoi ? Parce qu'il part d'une inondation à Boston, et ça avait été une telle inondation que ça charriait des cadavres d'animaux morts. Bon, il part sur cette idée de grosses bêtes roses gonflées qui dérivent dans le grand flux, et à partir de ça, commence là ce truc du Vermont, c'est qu'on a vu des choses bizarres dériver dans la rivière, et que commence Chuchotement dans la nuit, où la photographie va tenir un rôle important, où les trains et les télégrammes vont tenir un rôle extrêmement important. Et tout à la fin de Chuchotement dans la nuit, ces étagères à beaucoup, tout en étant dans un truc où on est dans une baraque, on a peur, la bouffe a été empoisonnée, il y a des types qui cherchent à vous zigouiller, mais quand on va chercher Brattleboro. Alors on est un peu en vacances à faire ça, ouais peut-être, mais si justement, pourquoi on profite pas là
des jours où il se passe un petit peu moins. Aujourd'hui, vous savez quoi? Lovecraft, il va même pas sortir de sa chambre du matin au soir, ou de midi à la nuit. Si on veut. Voilà, Brattleboro, c'est la ville de chuchotement dans la nuit. Et à Brattleboro, il y a une gare, et on peut trouver la gare encore assez facilement. Je me suis promis que j'irai un jour, mais j'ai tellement de voyages à faire comme ça. Donc, et c'est au coin, là, de la gare avec la voie ferrée. Lovecraft nous décrit le pont, et que là, en sortant de la gare, eh bien, la gare, que l'attend ce bonhomme qui va l'emmener dans la montagne jusqu'à cette maison où il se passe des événements très étranges. Et ce qui est fascinant, c'est que si on se balade avec Google Street View aujourd'hui encore dans Brattleboro, on est capable d'avoir la même trouille que le narrateur dans l'histoire de Lovecraft. Donc Lovecraft, personnage comme ça, reclus, immobile, vous voyez, Brattleboro, est-ce qu'on est si près de Providence? Hop là, remets-toi dans le bon sens, merci. Voilà Cape Cod, voilà Long Island, et voilà la Zéconque. Donc, oui, et même quand il est à Providence aussi, c'est-à-dire Lovecraft, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bus et il se fait déposer à 15-16 km. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de fermes qu'il aime revoir, des fermes qui sont liées à l'histoire de la famille. Et puis, il revient à pied, 18 bornes, 20 bornes, en passant par Pawtucket, aussi cette ville industrielle collé, là, inséré dans Providence, avec là aussi ces vieilles filatures. Mais quand je parle de wilderness, quand on parle là, de Providence, et qu'on suit ici là, India Point Park, c'est le cas, Waterman Grave, quand on arrive ici, ces zones-là, directement de la colline, bon, à pied, c'est rien, c'est 20 grosses bonnes minutes de marche. Là, c'est le Butler Hospital où est décédée sa mère, et lui est enterré ici au Swan Point Cemetery. Vous voyez, il a l'honneur, Grave of Howard Phillips Lovecraft, là, dans Google, et pourtant, on ne l'aime pas beaucoup là-bas. Quand on arrive là sur les bords de la Zéconque, on est tout de suite dans des ravins, de la forêt, des marais, et pour Howard Phillips Lovecraft, ça fait des drôles de choses. Ouais, voilà, en gros, alors ça peut paraître un petit peu bien civilisé quand c'est comme ça, mais vous voyez que même là, dès qu'on arrive sur ce chantier avec pelleteuse, qu'est-ce que j'ai marché dans tous ces coins-là, bon, je laisse la machine faire, mais vous voyez que cette wilderness, elle est là tout de suite. Et lui, quand il veut reconstruire un ravin ou une peur quelconque dans son travail, il suffit qu'il reprenne les souvenirs d'enfance. Allez, ce flashback, c'est quand même la géographie de Lovecraft. Et pour moi, ce qui est important, c'est que la géographie 1925, qui est la géographie dans la ville. Hop là, on va y revenir. On revient à Manhattan. Et là, la géographie, donc, on a les deux ponts, ici le Williamsburg et Brooklyn Bridge qui sont là. Clinton Street, on est ici. Vous avez vu que l'autre jour, on a suivi le canal en exploratory trip pour suivre rejoindre Gowanus. C'est là aussi où il y a ce quartier qui s'appelle Red Hook. Et voilà, on a évidemment Prospect Park, le Greenwood Cemetery. Donc, on a toute une géographie. Vous voyez, c'est ce côté fractal de la géographie Lovecraftienne. Et les expéditions dans Manhattan, on était l'autre jour, donc on était allé voir là, à Huntington, la maison natale de Walt Whitman. Eh bien, c'est par ici. Le cottage d'Edgar Poe qu'ils ont déjà visité là, au printemps dernier, eh bien, on est là, au-dessus, là, dans ces zones, donc Harlem, Bronx, Yonkers, sur le cottage de Poe, et par là, c'est ça, la géographie de Lovecraft. Allez, on revient à notre 27 février. Oui, c'est même encore particulier parce que, alors que normalement la case devrait s'ouvrir ici et se partager entre le vendredi et le samedi, mais en fait le samedi va pouvoir occuper quelque chose de bien plus consistant, mais ça,
On s'en occupe demain, d'accord? Et là, le 27, vendredi, toujours une journée de décalage, là, nous, on est jeudi, eh bien, her plate, il se lève tard. Read. J'ai lu. Vous allez voir, on va lire aussi, nous. Has age returned? Alors, S.H. Sonia, on a appris hier qu'elle avait trouvé un travail temporaire pour quelques jours dans une entreprise de nouveautés, enfin dans la petit bureau de mode qui est chargé, en fonction des nouveautés qui arrivent d'Europe et de Paris, de concevoir des nouveaux galurins pour dames, et puis de trouver les fabricants qui vont le faire. Donc Sonia se retrouve dans sa partie complètement, et sa journée finie, elle revient et elle s'est arrêtée faire quelques courses pour le dîner. Lovecraft, est-ce qu'il est descendu au Tiffany? Non. Est-ce qu'il a mangé ou bu quelque chose? Non. Il a lu, mais comme il s'est levé, il dit late, moi je dis midi, c'est peut-être aussi bien 2 heures de l'après-midi, puisque de toute façon la veille ça avait dû être encore un coup de 3h30 du matin. Et ça, il y a cette phrase toujours qui résonne, ce que je demandais à New York, c'était cet apprentissage solitaire pour la fabrique d'écrivains. Et puis non, on appelle le Kirk au-dessus, ou celui qui appelle. C'est bon, c'est prêt le dîner? Qu'est-ce qu'elle a préparé, Sonia? Qu'est-ce qu'elle a acheté? Ça, on ne sait pas. Mais il y a d'autres fois, vous verrez, on va voir justement, quand il n'y aura plus de fric, là, tout d'un coup, il fera dans les lettres pour la tante, et il nous dira, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, parce que tout est restreint. En tout cas, là, c'est Sonia qui amène de quoi dîner. On dit à Kirk de se rejoindre. Hier, c'était All Free Heat. Eh ben, est-ce que c'est discuss? Est-ce que c'est talk? Non, c'est conversation. Et George Kirk remonte, et on se remet à lire, et c'est fini. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour ce soir. Mais, mon petit PDF, quand même, on va pas se laisser avoir comme ça. Lovecraft PDF, vendredi 27 février. Alors, à la première page, vous savez qu'il y a 3 jours, on a fait une fête, c'est George Kirk qui dit ça à sa fiancée Lucille qui est restée à Cleveland. Ils se sont réunis et Lovecraft disait « Boys, tous présents ». Ils étaient 5, Frank Belknap-Long qui accueille chez lui, mais Loveman, mais Kleider, mais Kirk, mais Lovecraft. Il n'y a pas McNeil et Leeds. Et tous les 5, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent la soirée à lire à voix haute de la poésie. De Keats et Shelley à Swinburne. Et là, merci Lucie, qui est une des plus... qui apporte tous les matins. Des fois, je dis, elle n'a rien écrit aujourd'hui. Non, une enquêteuse de première bourre à partir de ce qu'on fait là. Et elle me dit, mais... ce qui est bizarre, c'est que il y a 10 ou 11 noms de poètes qui le lisent, et il y a une seule femme. Et moi, j'avais pas fait gaffe. Et cette femme s'appelle Alice Meynell. Et cette Alice Meynell, 1847-1922, donc c'est la période victorienne, à rouvrir sa poésie, par exemple, elle fait beaucoup aussi d'hommages à Keats, à Wordsworth, mais on retrouve d'emblée dans cette poésie, qui est toujours un monument de la poésie 19e anglaise, quoi? Les tours rhétoriques, vous savez, vous, les apostrophes, les tutoiements, qui sont l'organe poétique, là, de l'œuvre poétique de Lovecraft. Et ça, moi, jamais osé en approcher ou me la coltiner. Je regarde 2 lignes, 3 lignes, je regarde ça comme ça, et j'ai waouh, mais je suis pas de taille. Et quand on regarde Alice Meynell, on a exactement cette même forme, j'allais dire, cette même... si on comparait en France, alors est-ce que ce serait vers Vigny, des gens comme ça? C'est-à-dire que ça sonne, c'est aigu. Oui, mais Alice Meynell, justement, sa célébrité a fait elle est énormément documentée du point de vue des portraits. Et j'ai trouvé 4 photographies. Oh, c'était pas difficile. Mais oui, c'est ça la méthode. J'avais pas eu le réflexe d'aller chercher ça
l'autre jour. Je juste dit, oh ben non, Meiner, je ne connais pas. Et c'est un visage grande intensité. Et ce que disait Lucille dans son message, c'est une des initiatrices du mouvement des suffragettes. Et ça, en allant voir plus près, je suis tombé sur un recueil d'essais. Un recueil d'essais qui s'appelle Le rythme de la vie. Enfin, en tout cas, c'est une suite de textes qui font, vous voyez, 4 pages, 5 pages, 3 pages, 4 pages. Mais c'est un format aussi que Dunsany, qui est évidemment beaucoup plus près de Lovecraft, utilise aussi, lui, en permanence. Alors, il y a une vingtaine de titres comme ça. Alors, évidemment, c'est du domaine public, c'est facile à trouver. La question pour nous, la méthode, c'est ça. Est-ce que tu remontes les pistes qui te sont ouvertes? Et c'est pas si évident que ça. Et c'est un enseignement énorme. For Rhythm of Life, For Rhythm of Life and Other Essays. Et ils sont pas si longs que ça, mais il y a celui qui s'appelle Déciviliser, un souvenir. Et il y a des fois des titres comme The Flower. Un essai sur... Oui, mais ce qu'elle va faire, justement, c'est en quoi la fabrique masculine du symbole de la fleur, en tant que discours dominant, nous révèle justement ce qui est à dissoudre ou à casser ou fissurer dans l'idée d'un domaine, d'un masculin dominant. Et un voyage en Italie, oui, mais attendez, on est fin du 19e siècle. Very Wayside, des vocabulaires de poche, un point d'honneur, James Russell Lowell, la leçon du paysage. Alors moi aussi c'est pareil, tu te dis, tiens, dis donc, sûr que Gertrude Stein, elle doit connaître ça par cœur. Alors, il faut que j'aille maintenant chercher dans Gertrude Stein, qu'est-ce qu'elle dit de Alice Meynell. Alors quand je vous dis que The Flower, il y a une forme d'oppression dont jusqu'ici on ne sait pas assez ne se sont pas assez préoccupés, ceux qui souffrent, etc., etc. Alors, moi, j'ai fait une transcription. Alors, toujours pareil, c'est vrai que c'est la question, c'est de se fabriquer des outils, et pour ces outils, alors, traduire, merci, je sais ce que c'est. Mais là, j'en ai pris, il y en a 4. Tiens, j'ai mis 5, je croyais qu'il y en avait un 5e. Le rythme de la vie, justement, où on retrouve Shelley. Au vent, si l'hiver arrive, le printemps peut-il être loin derrière, sur les questions de flux, des récurrences d'images, sur l'idée de vivre, et en quoi l'idée de vivre peut avoir à faire avec la question du rythme dans l'écriture. Et par contre, ce que Lovecraft ou d'autres ne pourraient pas dire, ils doivent s'éveiller, se reposer dans ces phrases, sachant qu'ils sont régis par la loi qui commande toutes choses, les révolutions du soleil et les affres rythmiques de la maternité. Alors quand je dis, c'est pas de la traduction, c'est de la transcription avec des outils, la Deep Hell et autres intelligences artificielles, mais mettons-les à notre service et profitons de ce que ça nous ouvre pour intellectuellement traiter de problèmes où la intelligence artificielle ne servirait pas à grand-chose. Par exemple, la notion de déciviliser, vous irez y voir. Alors, j'ai fait ce petit montage, il y a une vingtaine de pages. Je crois que c'est ça aussi qu'on doit commencer à faire. C'est pas simplement d'aller déplier le quotidien, dire tiens, qu'est-ce qu'ils ont mangé ce soir, parce que pourquoi ils nous disent pas ce qu'ils ont mangé, ce que Sonia, elle a ramené quand elle a été faire les courses. Bon, c'est pas ça. Alice Meynell. Et est-ce que vous vous souvenez aussi de ces jours-là, il y a 3 semaines maintenant, où il lisait Edgar Saltes, qui était aussi un traducteur de Gautier, de Mérimée, mais aussi de Huysmans, de Maupassant. Et c'est par Saltes qu'il découvre aussi cette littérature française, là, des Esseintes et tout, de la fin du 19e. Et ce livre principal de Saltes, qui s'appelle Le Seigneur au pays des dieux,
Lords of Godlands, une histoire de l'idéal. Et vous savez, dans Lovecraft, évidemment, il y a ce côté athée, mais il y a cette histoire aussi de l'ensemble, de la constellation des mondes des dieux, qui n'est pas quelque chose qu'il a inventé, qu'il a repris notamment à Dunsany et à d'autres. Lovecraft reprend, là, y compris dans les noms, comme ça, de ces galaxies divines à côté, là, du monothéisme dominant. Et le livre de Saltus, c'est une sorte d'exploration. Voilà, de ces pulsions religieuses hors monothéisme. Et il commence, l'idéal à l'essence même de la poésie. Dans l'innocence virginale du monde, la poésie était un terme qui signifiait le discours des dieux. Un monde devenu gris a appris à considérer les dieux comme des maladies du langage. Conçu peut-être dans les fièvres de la fantaisie, il n'était peut-être à l'origine que des mots déifiés. Pourtant, c'est en tant qu'enfant de la beauté et du rêve qu'il demeure. Et ensuite, le premier chapitre, c'est sur le Rig Veda, le bouddhisme, chez les Perses, chez les Hindous. Et c'est passionnant à lire. Parce que on part aussi sur les racines sanskrites et comment même le latin, Deus, Devi, divinité, innombrable maudite, adorée ou oubliée, part de cette racine sanskrite, qui est évidemment à l'opposé du monothéisme. On passe par Tertullien, et tout d'un coup, tu te dis, Lovecraft, quand il était si passionné par ça, qui s'est enfoncé des jours, au moins 4-5 jours d'affilée dans la lecture de ce Lord of Godlands de Edgar Saltus, tu comprends. Et évidemment, tout ça, ça mériterait qu'on se le réapproprie en France, mais c'est pas ça l'important. Par contre, nous, dans la fresque, qu'on puisse dire, Saltus, voilà. Et là, j'en ai pris, pareil, 20 pages. Et aujourd'hui, j'ai mis ces deux documents, Alice Meynell et Edgar Saltus, dans le dossier. Voilà pour aujourd'hui. Alors, ce que j'ai raconté, ça fait ça, mais c'est l'impro. En fait, dans l'impro, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse ça pour être capable de faire l'impro, mais que dans l'impro, je raconte toute autre chose. Et dans le New York Times, alors Nyack, je ne sais pas comment on prononce, N-Y-A-C-K, une ville qui est évidemment dans l'état de New York, mais qui est une ville moyenne, en tout cas pas bien grosse. Eh bien, il y a une femme qui s'habille bien et qui va là acheter dans tous les magasins de la ville les plus belles tenues, et elle paye en chèque. Alors simplement, ces chèques sont sur une banque, la Fifth Avenue Bank de New York. Waouh, prestigieux. Simplement, c'est des chèques en bois, et elle va faire ça jusqu'à $7,000 à Nyack. Et même la dernière fois, pourquoi même elle va... Non, est-ce qu'elle se fait prendre? Non, elle se fait pas prendre, mais au dernier moment, elle dit, mais je voudrais bien acheter ça aussi. Oui, mais ça, il faut que je le fasse en liquide, j'ai plus qu'un chèque. Et elle dit, mais si je vous le paye, si je fais un chèque avec la somme des deux, et comme il me faut un peu d'argent liquide, je rajoute $20, et la caissière lui donne les deux articles, plus $20 en liquide en échange du chèque en bois. J'ai juste pris ça. Mais vous voyez qu'avec cette idée de géographie, ça valait le coup qu'on en parle. Et dans le Times, alors évidemment, chaque fois, je le reparcours. Hop là, 02 27192 bam, et voilà, machine à remonter le temps. Herbert Verhelauer was peritonitis, pauvre monsieur Herbert qui se fait opérer de l'appendicite. Il y a tout et n'importe quoi. Par exemple, hier, on parlait de Borglum, vous savez, c'est responsable de Ku Klux Klan, là, qui est son monument là, au chef confédéré sudiste. Et c'est sa femme qui demande une enquête pour disparition, pour échapper, elle, aux poursuites, et start to wide hunt to harass Borglum. Donc on suit de jour en jour des tas de choses, et là, pour moi, simplement, je crois que justement, j'avais juste ces 3 lignes de Lovecraft. Je veux dire,
il est enfermé dans sa chambre, il n'est pas sorti jusqu'à ce que Sonia revienne avec de quoi grignoter pour le dîner et qu'on dise à Kirk, bah, viens avec nous. Eh bien, j'ai juste pris à la fin, et moi, c'est question de typo, de rapport au dessin. Voilà encore, tenez, Saks, Fifth Avenue. Peut-être qu'elle est là, chez Saks, 5e avenue. Regardez, we have reproduced Agnes' new little felt with a bow at back. On a reconstruit ce chapeau venu des modes parisiennes. Ben peut-être c'est exactement ça qu'elle est en train de faire aujourd'hui, Sonia. Retrouver après des fabricants, des matières, des gestes de couture, établir les dessins qui serviront au patron. Voilà le travail. C'est là cette publicité pour ça que ça fait Fifth c'est peut-être exactement là chez qui elle travaille ces jours-ci, puisqu'elle aussi, l'implantation de sa boutique au départ, c'était 5e avenue. Miles ahead. Bon, publicité de tabac, j'évite en principe. Et tout à la fin, en pleine page, mais avec ce Dupont de Nemours and Company, il y avait ce tableau complet, et sur la page suivante, un autre tableau complet sur la valeur des actions en fonction de leur numéro de série. Et ça, quand on l'ouvre, quand on le grossit, ça devient une sorte de performance. Je ne vais pas m'amuser à me glisser là. Mais si on se préoccupait, nous, de l'illisibilité du monde, et en quoi justement le fantastique, ce que je disais tout à l'heure de chuchotement dans la nuit, et puis d'un animal gonflé comme une outre, un peu pourrito, qui dévie là, dans les inondations de Boston et la boue, qu'on en tire chuchotement dans la nuit. Est-ce qu'à partir de ça, c'est pas justement cet ordre-là qu'on traverse? Question ouverte. Je me disais, oh bah dis donc, aujourd'hui ça va être 5 minutes la vidéo. Tu vois le résultat, hein. À demain.